Donc bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire consacré à la décarbonation dans l'entreprise. Donc je suis Vincent Garneau de la CC Occitanie. Donc je m'excuse, je n'ai pas d'image aujourd'hui, les joies du direct. On est ensemble pour 1 heure pour parler d'actions concrètes en lien avec les actions de décarbonation. Et du coup, le programme du jour aujourd'hui, une petite introduction sur les chiffres clés, les enjeux de la décarbonation. Ensuite, on accueille Sidi Sender, de l'AT2E Occitanie, qui viendra nous parler de Pacte Industrie. Ensuite, Benjamin Failly nous parlera de la formation ProRefi et David De Félix, de l'entreprise Goodyear, nous partagera son retour d'expérience sur ce parcours de formation qui est en cours de finalisation. Voilà. Et ensuite, je vous parlerai du parcours décarbonation qui est mis en place par les CCI en Occitanie avec leurs partenaires. Et ensuite, il y aura un temps d'échange. Vous pourrez poser vos questions à nos experts du jour. Donc pour la partie introductive, voilà, peut-être une définition de la décarbonation. Donc c'est l'ensemble des mesures permettant à une entité de réduire son empreinte carbone, c'est-à-dire donc limiter ses gaz à effet de serre. Le but principalement étant de limiter son impact sur le climat. Donc si vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous connaissez en tout cas de la définition ou de quoi on parle, notamment voilà, qu'on mesure ça en tonnes équivalent CO2. Et puis, on parle aussi souvent de quel scope on adresse. Là, aujourd'hui, vu qu'on va principalement regarder le scope entreprise, puisque on va vous parler de la formation ProRefi. Euh, On entend parler de décarbonation et d'objectifs à atteindre. Donc vous indirectement, vous êtes concerné parce que forcément vous avez des exigences de donneurs d'ordre qui vous sont adressées. Ensuite, vous vous êtes questionné vis-à-vis de votre image de marque ou des choses comme ça. Donc d'où ça vient en fait, voilà, j'ai repris les grandes lignes en fait de la réglementation, qui est déclinée à l'échelle européenne notamment avec le pacte vert, voilà, qui engage vers une neutralité carbone vers 2050. Et pour faire un zoom plutôt sur l'hexagone, voilà, avec cette réglementation est déclinée dans une stratégie nationale bas carbone où il faut réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2040 pour tendre vers la neutralité carbone en 2050. Donc voilà, vous, en tant qu'industrie, vous avez qu'est-ce que vous allez mettre en place et l'objectif, c'est de prendre en fait euh, cette, euh, cette réglementation comme opportunité, voilà, pour renforcer votre compétitivité, mettre en place une résilience et également vous démarquer. Quand on parle de gaz à effet de serre en France, où est-ce qu'on se situe pour le secteur industriel? Voilà, c'est la troisième source d'émissions, juste après les transports et l'agriculture. Certains secteurs d'activité sont plus concernés que par d'autres, notamment tout ce qui va être la chimie et la métallurgie. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à Cindy Sander qui va vous présenter le programme Pacte, qui est un des axes de levier pour diminuer notamment votre empreinte carbone dans votre entreprise. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre la main. Donc, enchantée. Donc, moi, Cindy Sander. Donc, je suis la déléguée régionale à la T2E Occitanie, comme Vincent l'a présenté. Et je vais vous faire une introduction très brève sur le programme Pacte Industrie qui est porté conjointement par la T2E et l'ADEME. Déjà, petite introduction peut-être sur l'AT2E si ça ne parle pas à tout le monde. Donc l'AT2E, en fait, c'est l'association technique énergie-environnement. C'est une des plus anciennes associations qui s'occupe des sujets énergétiques et qui a été élargie au fil du temps aux enjeux environnementaux, notamment carbone.
avec une vocation quand même de cette association d'être à vocation très scientifique et technique. Donc voilà, c'est un pilier phare de la T2E. On compte environ 2500 adhérents sur le territoire national et on a 11 délégations régionales. Donc moi, je fais partie de la partie AT2E Occitanie, j'en parlerai juste après. Et globalement, la T2E, le but, c'est vraiment de mettre en relation différentes parties prenantes et différents acteurs sur ces thématiques, d'informer, de piloter, de faire des recommandations. Donc sur différents sujets, côté efficacité énergie, tout ce qui va être maîtrise de l'énergie. On a aussi un club certificat d'économie d'énergie qui est très actif, notamment pour la prescription sur les mises à jour ou les modifications de fiches. On a un club sur la partie cogénération et on a aussi différents clubs sur les sujets énergie renouvelable, notamment tout ce qui va toucher plus ou moins au gaz vert, donc biogaz, stockage d'énergie, power to gas qui est notamment sur les sujets d'hydrogène et pyrogazéfication. Et au-delà de ça, on porte du coup plusieurs programmes C2E nationaux. Bon, Oscar et FIBAT qui sont mentionnés dans cette slide, je ne vais pas trop en parler, c'est plutôt la partie bâtimentaire avec les artisans. Par contre, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est vraiment le programme Pacte Industrie qui comporte notamment les briques Pro-RFI et Pro-SMEN que vous connaissez peut-être puisque c'était les noms qui sont encore d'actualité, mais aussi les noms historiques de ces programmes qui existent depuis pas mal de temps. Petit juste zoom sur la T2E en Occitanie, puisque on est tout le temps preneur de nouveaux adhérents. La T2E en Occitanie, en fait, c'est un bureau en Occitanie, donc basé à Toulouse, mais on prend des bénévoles venant de toute la région, qui comprend donc les différents énergéticiens locaux. On a EDF, on a Engie, on a Total, on a des bureaux d'études, on a l'ADEME, voilà, différents acteurs qui interviennent sur les thématiques de l'énergie. C'est un rôle bénévole. Donc typiquement notre président Hassen Ben Sedira donc vient de GRDF. Moi je suis la déléguée, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Greenflex dans le reste de mes missions. Et notre but c'est d'animer un petit peu ces différents adhérents régionaux autour de colloques, journées techniques, webinaires, visites industrielles, en s'appuyant parfois sur évidemment la documentation nationale faite par la T2E et par les salariés de la T2E à Paris. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé pour participer à de futures visites par la suite, n'hésitez pas à me contacter et vous avez dans tous les cas sur Internet l'historique des visites que l'on a pu faire et aussi certains replays et certaines documentations d'événements. À titre indicatif, je vous ai mis les derniers événements qu'on a fait. Donc on fait à la fois des webinaires. On en a fait un justement sur Pacte Industrie à son lancement en 2023, fin 2023. On organise des visites de sites industriels. Donc, par exemple, on a fait l'an dernier Liber Aerospace. On va faire le site de Continental dans quelques jours maintenant. On a fait aussi le site d'ARM dans le Tarn. On a organisé un colloque sur le décret Bax, un autre sur le décret tertiaire très récemment qui n'est pas mentionné d'ailleurs sur la slide. Voilà, donc on fait des choses un petit peu variées pour essayer d'animer un petit peu notre communauté d'adhérents qui comprend à la fois des bureaux d'études et surtout aussi beaucoup d'industriels. Pacte Industrie, globalement, c'est le nom du programme qui remplace les dispositifs Acte pas à pas, Acte ou Acte pas à pas, Acte évaluation, enfin, les différents dispositifs Acte, les dispositifs Pro-RFI, Invest et Pro-SMN que vous pouviez avoir entre 2019 et 2022. En fait, tout a été centralisé dans un programme Pacte Industrie qui a pour vocation à essayer d'accélérer du coup la transition énergétique des industriels et qui du coup est un programme porté par les C2E. Donc, les grandes briques de Pacte Industrie, aujourd'hui, on va faire un peu focus sur la partie pro-réfé, donc la partie formation pour structurer sa démarche énergétique. Mais Pacte Industrie, c'est à la fois des sujets de formation sur le management de l'énergie, mais aussi d'un point de vue stratégie et financement. Et c'est surtout des accompagnements, c'est-à-dire des subventions sur différentes études qui peuvent être réalisées. Donc, des études, par exemple, pour l'évolution du mix énergétique, des études par rapport à la mise en place de la norme ISO 50001, donc le ex-pro SMEN, des études pour des trajectoires d'investissement bas carbone, donc sur le pilier du milieu. Voilà, différentes, des niveaux de subvention assez forts pour essayer d'accompagner à la fois des phases très amont jusqu'aux phases de trajectoire bas carbone un peu complètes des industriels. Alors, en bas, vous avez un petit peu les règles. Je ne vais peut-être pas les détailler parce que c'est très spécifique à la taille de l'entreprise, si c'est de la formation, de l'accompagnement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez
environ entre 60 et 80% d'aide pour les études en fonction de la taille de votre entreprise et qui a des caps en fonction de l'étude. Mais si jamais vous avez des sujets, des besoins, le plus simple là-dessus, c'est se tourner vers l'ADEME. Vous pouvez aussi vous tourner vers la T2E. Enfin, il y a mon contact, je crois, dans les slides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut vous accompagner pour vous dire euh, à quel dispositif est éligible votre sujet. Et donc ProRefI en fait partie et ça va être le cœur aujourd'hui de l'échange. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole à Benjamin pour rentrer plus en détail dans ce dispositif. Bien, merci Cindy. Bonjour à toutes et tous. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais vous parler de cette formation ProRefI, là dont le nom est intervenu plusieurs fois déjà. Moi, je suis conseiller en efficacité énergétique pour l'industrie, donc c'est bien spécifique à la CCI des Landes. Alors, pourquoi c'est la CCI des Landes qui vient sur une réunion coordonnée par les CCI Occitanie? Bien, c'est parce que la CCI des Landes est organisme de formation ProRefI et donc c'est nous qui sommes un peu le chef de file pour les sessions ProRefI qui sont organisées par les CCI au niveau France. Et donc, ça fait plusieurs années qu'avec les CCI Occitanie, on travaille ensemble sur l'animation de sessions ProRefI. Alors, cette formation ProRefI, je ne reviens pas là-dessus, hein, vous avez bien compris qu'elle est intégrée dans le programme Pacte Industrie. Donc là, on est sur une période 2023-2026, mais sachez que cette formation ProRefI existe depuis 2015. Bon, elle a évolué. Aujourd'hui, elle a la forme qui est évidemment différente de celle qui a pu quand on a commencé. Alors, quand je dis on, c'est parce que je suis formateur, moi, ProRefI depuis une dizaine d'années. J'étais au début de Benjamin, son lancement. excuse-moi. Oui, Je pardon. pense que t'as pas pris le contrôle et j'ai pas vu passer la slide. Tu as dû le faire Ah, uniquement pourtant sur je ton écran. l'ai. D'accord, ok. Hop, est-ce que comme ça c'est mieux? Je suis le seul à être resté sur la slide pro. Ouais, c'est bon. Voilà, Comme ça c'est mieux? Bon, c'est voilà. bon. Merci pour Merci. l'intervention. Donc je reviens pas là-dessus, c'est intégré dans le programme Pacte Industrie. Juste, je vous disais voilà, que c'est une formation qui existe depuis 2015 et elle est intégrée depuis 2023 avec l'objectif de former 2700 référents énergie en industrie. Alors, il y a différents acteurs, notamment la T2E, qui coordonne ce programme en partenariat avec la DGEC et l'ADEME, qui donne les lignes de direction, valide les axes qui sont voulus, et donc la T2E qui coordonne tout ça, et la T2E qui va être en relation avec les organismes de formation, qui va sélectionner les formateurs, qui va coordonner aussi le travail avec des cabinets conseils de pédagogie qui nous ont aidés à créer et à développer cette formation. Aujourd'hui, les chiffres là datent un peu parce que c'était sur le bilan 2018-2023. Il y avait eu plus de 1000 entreprises engagées et un peu moins de 2000 stagiaires qui avaient été formés avec un retour il y a un taux de retour de satisfaction quand même assez extrêmement élevé. C'est vrai que c'est une formation que moi je suis assez content d'animer, très content même, parce que je suis persuadé de la qualité du produit et les entreprises qui y participent en sont vraiment très satisfaites. C'est vraiment un produit de qualité. Alors les objectifs, c'est effectivement de former au poste de référent énergie, donc de faire monter en compétences là où les personnes qui vont avoir la gestion énergétique au sein de leur industrie. Alors je dis industrie parce qu'on s'adresse effectivement aux entreprises du secteur industriel. Alors on est ouvert un peu aussi à certaines entreprises du gros tertiaire où il y a des activités, il y a des entreprises qui peuvent avoir des CONAF type commerce de gros qui ont des activités industrielles. Et là, il y a aussi éventuellement la possibilité de les faire intégrer. Donc, cette formation, elle vient aussi d'un constat, c'est que ce poste de référent énergie était quelque chose d'émergent au niveau des industries. Et quand on regardait les personnes qui étaient formées, ben, elles n'avaient pas forcément de cursus initial où on leur parlait de performance énergétique. Je prends souvent comme exemple ben, moi-même, j'ai été diplômé il y a maintenant 25 ans. Et à l'époque, il y avait 5 formations en France où on parlait d'énergie. Donc j'étais dans l'une d'elles.
aujourd'hui, la plupart des formations ingénieurs techniques vont parler d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, les jeunes ingénieurs qui sortent ont quand même plus de sensibilité que des personnes qui ont été formées précédemment. Donc il y a quand même des choses qui évoluent. Alors justement, à qui est-ce que va s'adresser cette formation au niveau de l'entreprise? Ben, à la personne qui va se retrouver, ou à qui on va donner la mission énergie. Alors, généralement, ça va être les personnes de la technique. Donc, quand je dis personnes de la technique, ça va être du responsable maintenance, du responsable travaux neufs, du responsable production. Alors, pourquoi eux, ils se retrouvent avec la casquette énergie? Mais bien souvent parce que ce sont les personnes qui connaissent les installations, qui gèrent les installations. Et quand je dis les installations, bah, c'est les usages qui consomment de l'énergie. Donc toi, tu t'occupes des moteurs. Si tu t'occupes des moteurs, tu vas essayer de trouver comment économiser leur énergie. Un autre profil qu'on retrouve dans les postes de référent énergie, c'est tout ce qui est responsable QSE, HSE. Alors pourquoi ils se retrouvent avec l'énergie? Parce que bah, y a le mot E, environnement. Et comme effectivement l'optimisation des consommations énergétiques permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre, ce type de personnes se retrouve. Alors on aurait pu mettre aussi RSE là-dedans. Et puis c'est aussi un profil de personnes, les QSE, HSE, qui ont, on va dire, une sensibilité à la communication, à la sensibilisation, au reporting, à la détermination d'indicateurs de performance énergétique. Et c'est aussi pour ça qu'on les retrouve. Et ensuite, on va retrouver un autre profil alors plutôt moindre, hein, on va dire que les responsables techniques, c'est 50%, les responsables QSS, c'est 30%, et les 20% restants, ça va être du chef d'entreprise ou du responsable administratif et financier. Ce qui est intéressant à retenir quand même, c'est que on a rarement une seule personne qui s'occupe de l'énergie dans une entreprise. On va plutôt parler maintenant d'équipe énergie. D'ailleurs, c'est un terme qui est bien utilisé dans l'ISO 50001, hein, la norme de management de l'énergie. Et donc, c'est assez régulièrement que les entreprises vont former un binôme. Donc, le responsable QSL, le responsable maintenance, c'est le binôme que je retrouve le plus souvent, qui va aussi parfois aller former le responsable d'entreprise ou le DAF. Et c'est un peu ces trois profils-là qui vont se retrouver à gérer l'équipe énergie. Alors en vulgarisant, on va dire que le QSE, il fait la sensibilisation et les tableaux de reporting. Le responsable maintenance, il fait le plan d'action. Et le responsable DAF, il va s'occuper des contrats et des factures d'énergie. Voilà, pour caricaturer un peu les choses. Alors comment se passe cette formation? Elle est en 3 étapes. Il y a une première étape qui est un e-learning. Donc là, le stagiaire se retrouve devant un MOOC où il a l'obligation, dans un sens, d'avoir un certain niveau de résultat à un quiz final pour accéder ensuite au module 2, qui est 2 jours de présentiel, où on va parler de la stratégie de management de l'énergie. Pour ensuite arriver au module 3, qui est un accompagnement individuel sur site du stagiaire pendant 6 mois. Et à mon sens, le module 1 et le module 2 sont très bien, hein, mais sont de la formation entre guillemets classique. La grosse valeur ajoutée de cette formation Pro RFEI, c'est justement ce module 3 où l'entreprise n'est pas livrée à elle-même, mais pendant 6 mois, elle va avoir le formateur qui va échanger individuellement avec le stagiaire, qui à minima va venir une fois sur site, et cet accompagnement va garantir que des choses vont être mises en place. Alors, en fonction de l'entreprise, en fonction de la disponibilité du stagiaire, des moyens qui sont mis en œuvre derrière, on va plus ou moins loin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des choses qui seront réalisées et que les idées, les connaissances qu'on aura pu avoir sur les modules 1 et module 2 seront exploitées sur le module 3. Alors, on va aller un petit peu plus en détail là-dedans. Donc, le MOOC, il est en 10 séquences. Là, l'apprenant, il est seul, entre guillemets, devant son PC. Alors, je dis entre guillemets parce qu'il a la possibilité éventuellement de contacter son formateur en cas de difficulté ou en cas de bug. Je ne vous cache pas que le MOOC, on annonce 6 heures. Dans la vraie vie, on est plutôt autour d'une dizaine d'heures. Généralement, il est assez apprécié. On me dit souvent qu'il est technique, mais qu'il est quand même très ergonomique, assez bien fait, ce qui fait que les stagiaires en sont quand même assez satisfaits, même si pour certains, les profils, on va dire, un petit peu moins techniques, sont peut-être parfois un peu en souffrance, mais il y a quand même le responsable de la formation, enfin le formateur qui est là pour les accompagner si besoin, et les rassurer en leur disant que le plus dur techniquement, c'est effectivement ce module 1, parce que sur la partie 2, ce qu'on appelle module 2, donc le présentiel de 2 jours,
On va vraiment voir quelles sont les missions du référent énergie, comment on structure une politique d'efficacité énergétique chez un industriel, quelles sont les étapes à mettre en place. Et puis, ce que veut aussi ce module 2, c'est le maximum d'échanges entre les stagiaires pour favoriser les bonnes pratiques, créer un peu comme ça une émulsion. Et puis, ça m'arrive régulièrement que des entreprises, du coup, restent en contact suite à cette session de formation qui leur permet d'avoir des échanges de bonnes pratiques. Et puis, mine de rien, le fait que je fasse les accompagnements chez les uns, chez les autres aussi, ça me permet de leur donner des nouvelles des uns les autres et de garder du lien comme ça en disant, bah, tiens, j'ai vu ça chez machin, contacte-le, peut-être qu'il pourrait te donner un contact ou te donner son retour d'expérience. Donc ça, c'est aussi une des valeurs ajoutées de cette formation. Et à l'issue de ces 2 jours de formation, le stagiaire, il doit avoir une petite idée de ce qu'il va devoir, où est-ce qu'il pourrait mettre en place chez lui. Et c'est là où on attaque ce fameux module 3 d'accompagnement. Donc pendant 6 mois, je vais être en contact avec le stagiaire où on va regarder déjà dans un premier temps qu'est-ce que on va mettre en place. Est-ce qu'on va travailler sur la mise en place d'un plan d'action, un plan de comptage, définir des indicateurs de performance énergétique, de la sensibilisation du salarié. Il y a quand même un large panel là d'axes qu'il est possible de travailler. Ce qui fait qu'à aujourd'hui, j'ai jamais été mis en péril, on va dire, avec une entreprise qui avait des besoins un peu bizarres. Systématiquement, on a réussi à l'intégrer dans des axes de travail qui sont prédéfinis dans ce module 3. Et bien souvent, effectivement, à la fin des 6 mois, eh ben, on a quand même quelque chose, soit qui a pu aboutir quand l'entreprise est assez dynamique, ou on a une inertie qui va lancer les choses. Ce qui m'arrive aussi parfois, c'est que j'ai des entreprises qui forment un premier stagiaire et puis remettent un second stagiaire à une session qui a eu lieu dans la même année ou l'année d'après, ce qui fait qu'en gros, elle remet une pièce dans la machine et ça m'a permis comme ça d'accompagner parfois des entreprises pendant presque 2 ans. Alors là, je vous ai parlé on va dire, du gros de la formation ProRefei, mais il y a aussi dans ce dispositif ProRefei des formations entre guillemets annexes qui vont être des formations d'une journée bien spécifique sur une thématique. Donc, on va avoir les achats d'énergie. Donc là, ça va peut-être plus s'adresser au responsable DAF ou à la personne qui va gérer les contrats d'énergie dans l'entreprise. On va avoir une formation bien spécifique à l'énergie renouvelable et puis une formation aussi au plan de mesurage. Donc là, de la même manière que ProRefei, il y a certains formateurs qui ont les accréditations pour pouvoir animer ce type de module bien spécifique. Et vous retrouverez les dates et les informations sur le site de ProRefei. Alors, combien ça coûte? Ben, c'est relativement peu cher, on va dire, par rapport au service qui est rendu derrière à l'entreprise, sachant qu'il y a une prise en charge aussi. Alors, là, on est en 2025, donc la prise en charge, elle est pour les entreprises qui sont moins de 250 salariés. Donc, on regarde au niveau du Sirène, au niveau groupe. Et c'est 70% qui est pris en charge pardon, sur les 3700 euros que coûte la formation complète, donc du MOOC jusqu'à la fin de l'accompagnement. Sachant que certains OPCO vont pouvoir aussi prendre en charge tout ou partie de la formation. Ça dépend vraiment des entreprises, des OPCO, mais il ne faut pas hésiter justement à demander à votre OPCO la prise en charge. Parfois, on a des bonnes surprises. Voici le petit planning de ce qui est prévu là en Occitanie pour 2025. Donc on a une session qui approche, qui a lieu là dans 2 petits mois qui a lieu à Blagnac. Nous en avons une aussi au mois de juin à Béziers et une au mois d'octobre à Nîmes. Donc celle du mois d'octobre, ça sera la dernière de ProRefei telle que c'est écrit aujourd'hui. Sachant qu'il y a une réflexion de poursuivre ce programme de formation. Pour l'instant, rien d'officiel. Donc, pour l'instant, les dernières sessions ProRefei, ça sera effectivement prévu en octobre 2025. Donc, ça, c'est pour la partie Occitanie. Donc, n'hésitez pas à prendre contact là avec les personnes qui vous sont données, donc soit Vincent, Christophe Fernic ou Priscille Julien là, pour prendre des renseignements ou vous inscrire si vous souhaitez participer à une des sessions qui vous sont proposées ici. Donc j'arrête là et on va maintenant laisser la parole à une entreprise qui a participé à une session ProRefei que j'accompagne actuellement. Et donc je te laisse la parole, David. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si on m'entend bien.
Oui, c'est super. Moi, ça fonctionne en tout cas pour moi. Merci, Benjamin. Ok, donc je me présente, David et Félix, je suis responsable HSE et développement durable d'un centre d'essai de Goodyear qui se situe à Mirval, donc à proximité de Montpellier. Donc en termes de formation, moi je suis ingénieur HSE. Donc effectivement, il y a le E de environnement. Je suis aussi responsable dans l'entreprise du programme et de la politique RSE du site. Et c'est vrai que je passe les slides là ou Non, j'ai pas l'impression. Donc, il faut que je prenne Il la il faut, il faut, main? ouais, ouais, faut faut que tu prendre le contrôle, voilà. aies un bouton prendre le contrôle. Ok, voilà. Voilà. Là, ça Donc, devrait être bon. Normalement, ça a dû changer. c'est parfait. Bon, ben justement, oui, David, présentez-nous un petit peu l'entreprise en introduction, et puis après, on reviendra peut-être plus en détail sur ce que vous avez mis en place dans le cadre de ProRefi, du coup. D'accord. Alors, je vais passer. Voilà. Donc, en fait, Goodyear, c'est une entreprise qui est une multinationale qui fabrique des pneumatiques pour tout type de véhicule. On a tout un ensemble de marques. On est présent dans le monde entier. Et donc, on fabrique des pneumatiques pour les motos, les camions, les voitures, et puis aussi plein d'applications spécifiques, OTR, etc. Donc, ça va être des camions de génie civil. Au centre d'essai de Mirval, en fait, nous, on est un. Alors, juste pour, oui, pour finir, voilà, ça vous illustre un petit peu les différents secteurs que l'on a. Donc, la première branche, en fait, tourisme, ben, c'est votre véhicule, monsieur tout le monde. Donc, ça va être autant les pneumatiques quand vous achetez un véhicule neuf que lorsque vos pneus arrivent à terme à usure et que vous devez les changer. On a toute une partie aussi qui est course, donc ça va être des pneumatiques de très haute performance, que ce soit pour de la compétition de voitures, de motos, de camions. On a une partie chimique aussi, puisque faut beaucoup de chimie pour produire des pneumatiques. Il y a pas que, il y a pas que la production d'EVA pour le rubber. Poids lourd, le génie civil et puis l'aviation aussi. Donc c'est à chaque fois des applications bien spécifiques. Donc il y a un très large panel. Quand on pense à un pneu, quelque chose de rond et noir, voilà, on s'imagine pas qu'il y ait autant de différences. Donc le centre d'essai de Mirval. Donc en fait, nous sommes 55 salariés, nous sommes un groupement d'intérêt économique parce qu'en fait, on travaille pour plusieurs entités de Goodyear en Europe. Donc nous, on est découpé au niveau mondial en régions. Et en fait, le centre d'essai de Mirval, vous imaginez un petit peu, peut-être certains d'entre vous connaissent le circuit du Mans ou le circuit Paul Ricard. Vous imaginez un circuit un petit peu dans ce genre-là, tout un ensemble de pistes, sauf que ce n'est pas un circuit de compétition, c'est un circuit d'essai industriel, donc qui a pour but de développer des produits, de les tester. Et notre travail principal, on est en activité 300 jours par an, eh bien, c'est votre sécurité, en fait. Qu'est-ce que l'on fait? En fait, on a plein de surfaces différentes, sèches, des surfaces mouillées. Et on va tester le produit pour l'homologuer, mais aussi pour tester ses performances au-delà des limites. Pourquoi? Ben pour garantir, lorsque vous êtes par exemple en ville à 50 à l'heure et que vous allez faire un freinage d'urgence pour éviter un piéton qui va traverser, nous en fait on va tester et garantir que eh bien, on ait la distance de sécurité la plus courte possible. Voilà un petit peu pour illustrer. Et aussi en fait de manière générale on teste le pneumatique au-delà des limites d'utilisation. On a un pool de pilotes et ils vont en fait mettre le produit aux limites, au-delà de ce que l'utilisateur va faire, pour justement confirmer les modèles de prévision, etc., améliorer la performance et toujours améliorer la sécurité. 80% des tests que l'on fait à Mirval, c'est pour la sécurité des utilisateurs.
Donc après, il y a aussi toute une partie, ce qu'on appelle off-road, donc sur hors-piste. On a plusieurs entités donc nationales, publiques, comme le SDIS qui viennent s'entraîner chez nous, il y a la police, etc., que l'on forme, etc. Et on fait aussi tout un ensemble de tests sur différentes surfaces. Par exemple, on va avoir des tests très spécifiques sur la rétention de cailloux dans les pneumatiques de camions, etc., toujours sur la notion de sécurité. Donc, si maintenant on arrive un petit peu à la partie pro-REFEI. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, je suis responsable de la politique RSE du site. La RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, c'est un sujet qui est très important pour Goodyear. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'un pneumaticien, en fait, 99% de son activité, ce sont des usines qui fabriquent des pneus. Donc déjà, première chose, nous, on a une activité très spécifique. Un centre d'essai, c'est différent d'un point de vue impact environnemental et d'un point de vue énergétique d'une usine. Ce n'est pas du tout la même échelle de grandeur. Donc depuis déjà plusieurs années, on a entrepris une démarche de responsabilité sociétale des entreprises, donc depuis 2018 exactement, où on a cherché à réduire notre impact environnemental. On fait partie d'un groupement qui s'appelle le GPSM, c'est le groupement des professionnels des sports mécaniques, et il y a une démarche RSE qui est propre aux circuits et centres d'essai en France. Et donc, du coup, nous, comme on n'est pas spécialiste dans ce domaine-là, on se fait accompagner et on fait un retour d'expérience sur comment réduire notre impact environnemental. À titre d'exemple, sur les actions que l'on a pu mener sur la partie donc plus énergétique, sur 2021-2022, on a fait une action importante de réduction de la consommation électrique en réduisant de 28% notre consommation. Ça vaut à peu près 43 foyers français, donc c'est pas négligeable. Et alors comment on a fait cela? On a mis en place une régulation fine du process. On a installé des éclairages LED. Et de cette manière-là, en fait, en améliorant, on va dire, la régulation, la gestion de notre opération, on a pu faire des réductions. Maintenant, on a aussi, ça faisait déjà plusieurs années, on l'a abouti en 2023, on voulait installer du photovoltaïque. Ça s'est fait en 2023, c'est compliqué, surtout quand on n'est pas spécialiste. Et donc, du coup, on a installé 420 mètres carrés de panneaux solaires sur un de nos bâtiments. Il faut imaginer qu'à côté du circuit, on a plusieurs bâtiments industriels avec des ateliers où on va venir préparer les véhicules, faire les montages de pneumatiques. Et donc, avec cette installation, on couvre aujourd'hui à peu près 10% des besoins du site. Notre problématique, c'est qu'on était un peu, comment dire, à un plafond de verre. C'est-à-dire qu'on a fait ces actions-là, mais on ne savait pas vraiment quels étaient les moyens d'aller plus loin. Sur la partie RSE, on a fait beaucoup de choses aussi sur d'autres aspects environnementaux, comme la consommation d'eau, etc. Mais sur la partie énergétique, on était un petit peu dans une impasse. On ne savait pas trop comment nous y prendre. Et donc, qu'est-ce que l'on a fait? Moi, j'étais pendant 4 ans responsable maintenance, avant d'être responsable RSE et de ce programme. Et donc, avec le nouveau responsable engineering et maintenance, on a participé à plusieurs événements organisés par la CCI, des after-work, etc., pour nous renseigner un petit peu, comprendre un petit peu. Parce qu'en fait, on avait vu qu'il y avait des aides, etc., mais un petit peu comme tout le monde, vous voyez, dès qu'on commence à faire des recherches, il y a beaucoup d'informations, on ne sait pas trop par où prendre la problématique. Et donc, on a participé à plusieurs événements sur le solaire thermique, sur la stratégie RSE. Et c'est comme ça que l'on a découvert le programme ProREFEI. On nous a présenté ce programme. Et par rapport à nos problématiques, si vous voulez, nous, en interne, on a quand même un certain nombre de référents, on a toute une stratégie RSE, etc., sur lesquels on peut s'appuyer. Mais encore, comme je vous dis, on a une problématique spécifique
sur le site. Et en fait, par rapport à la stratégie globale de l'entreprise, si vous voulez, nous, notre impact environnemental, il est très faible. Donc, entre guillemets, on était un peu livrés à nous-mêmes. Donc, le ProRefeil, ça correspondait bien à notre besoin parce que autant, c'est vrai que, comme le disait, comme ça a été dit précédemment, moi aussi j'ai fait une formation d'ingénieur en HSE, je sais faire un bilan environnemental, etc. Mais sur la partie énergétique, voilà, je sais comment fonctionnent un peu les principaux systèmes, mais j'ai pas de connaissances très approfondies. Donc, on a décidé que entre les deux personnes, j'allais suivre le programme. Et on avait aussi un autre besoin. On devait réaliser le fameux audit énergétique tertiaire. Donc c'est parce qu'en fait, bon, comme vous l'imaginez, on a aussi beaucoup de bureaux et on rentrait dans le cadre de cette obligation réglementaire. Et donc on devait faire cet audit. Et grâce en fait à le fait d'avoir suivi la formation, ça m'a permis de voir qu'en fait c'était dommage de traiter uniquement pour répondre à un besoin réglementaire, alors que finalement, en termes de consommation énergétique et d'impact environnemental, c'était faible. Ça correspondait peut-être à 10 ou 15% de l'ensemble de la consommation énergétique, alors que le cœur de notre activité, donc tout le process de test, donc pour préparer les tests, pour mouiller les pistes, etc., mettre les pistes en condition pour réaliser ces tests, ça c'est vraiment la partie de l'activité qui est énergivore. Donc en fait, ce que l'on a décidé de faire, enfin ce que j'ai décidé, c'est surtout sur la base de justement cette formation, avoir compris un peu les tenants et aboutissants, c'est de passer à un audit grande entreprise, donc pour balayer l'ensemble des consommations énergétiques, pas répondre uniquement à la problématique réglementaire. Et puis on a un autre sujet aussi, à part cette partie, on va dire, consommation énergétique, on cherche à installer plus de photovoltaïque. Le projet que je vous ai montré qui a été fait en 2023, c'était un petit projet. Or, on voudrait aujourd'hui en développer plus. Mais encore une fois, quel projet, qu'est-ce qui, par rapport à nos consommations, va répondre mieux aux besoins? Pour comprendre tout ça, en fait, c'était pas très évident. Et l'ingénieur qui s'occupe de l'engineering, lui, c'est pareil. Lui, sa partie, c'est vraiment réaliser des projets. C'est-à-dire qu'une fois qu'un cahier des charges est défini, il va vous construire un process, etc. Mais là, c'est en amont. C'est-à-dire que nous, notre problématique, elle était sur la stratégie. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur ce que j'ai expliqué, si c'est clair. Ouais, ben c'est très clair, merci. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de questions, donc peut-être passer sur, ben voilà, qu'est-ce qui a été mis en place voilà, je le rappelle, hein, le dispositif d'accompagnement de l'entreprise post-formation des 2 jours est en 6 mois, et je crois qu'il y a déjà de bons résultats. Alors, donc, moi, la formation, je l'ai suivie en novembre 2024. Ensuite, on a débuté l'accompagnement. Et en termes de résultats, donc on a fait un plan. Donc la formation, ça nous a permis aussi de définir le plan de mesurage, parce que on a pris un fournisseur externe pour faire cet audit énergétique, mais toujours la difficulté dans ce type de démarche, c'est par quoi on commence, quoi. Et donc, en fait, avec ce que j'avais appris dans ProRefeil et avec l'accompagnement, on a défini un premier plan de mesurage avec une campagne de mesure sur 3 mois que l'on a réalisé de décembre jusqu'à mars 2025. Et puis, on a fait un point de situation un petit peu à mi-parcours en janvier avec Benjamin, justement. Et là, déjà, avec les premières données que l'on avait extraites en janvier, on a vu que sur le plan de mesurage, on pouvait encore affiner, réorienter pour vraiment pouvoir répondre à nos questions. Donc ça nous a permis en cours de mesure de raffiner le plan de mesurage. Et puis, début mars, on a fait donc un bilan avec le relevé de toutes les données qui avaient été collectées. Donc là, on a fait ça avec notre prestataire et puis Benjamin. Et en fait, on a vraiment
En fait, je vais dire, on a un petit peu changé de paradigme et on s'est rendu compte de quelque chose d'assez majeur. Si je reviens à ce que je vous ai, dans ce que je vous ai parlé sur le programme 2021-2022, où on a vraiment cherché à réduire notre consommation électrique, on avait une vision en termes de consommation électrique sur le site où 80% de notre activité, c'était le process, donc pour mettre en fonction les pistes, et puis on va dire 20% le tertiaire et nos bâtiments. Donc première chose, avec ces premières données brutes, on se rend compte qu'en fait, ce paradigme, il a changé. Pourquoi? Parce que en termes d'utilisation, bon, comme vous l'imaginez, avec la transition, avec les véhicules électriques, on teste de plus en plus des prototypes électriques. Et en fait, notre part sur la consommation et le recharge des véhicules électriques a très fortement augmenté. Et donc, ça a vraiment changé déjà ce paradigme. Donc, en fait, il faut imaginer qu'on a des bornes de charge et puis pendant les tests, qui sont des tests sollicitants, où justement les véhicules consomment, on doit les recharger. Et en parallèle de ça, la deuxième constatation que l'on a faite, c'est que dans notre process, en gros, pour arroser les pistes, on a des pompes, avec donc des pompes électriques. Et on a un système qui est doublé en parallèle, en gros, pour que quand on lance un test, notre circuit d'eau, il est en circuit fermé, etc., pour essayer de réduire l'impact environnemental. Et il est aussi doublé, c'est-à-dire qu'on a typiquement sur les réseaux deux pompes électriques exactement similaires sur le même réseau en parallèle, etc., qui fonctionnent en même temps. Et donc pour nous, l'évidence, vu que la puissance plaquée qui était donnée sur ces pompes, elle était exactement la même, la consommation énergétique devait être la même. Eh bien, le plan de mesure nous a montré qu'en fait, on avait un écart entre 10 et 15%. On n'a pas encore analysé plus en détail les données. Là, je vous partage les premiers résultats bruts. 10 ou 15% sur une consommation, sur une puissance de 110 kW. Donc, c'est vraiment significatif. Et on n'avait pas du tout conscience de cette différence. C'est vraiment les mesures et cette stratégie du plan de mesurage qui nous a permis de nous en rendre compte. Et en parallèle de ça, il faut savoir que pour nous, vous imaginez que quand on fait un test d'aquaplanage, de distance de sécurité aussi, de freinage d'urgence sur le mouillé, pour pouvoir comparer et voir vraiment quel est le pneu le plus efficace, il faut que du coup les conditions de test soient les mêmes. Donc en termes de qualité de test, on a des exigences avec des très précises sur la hauteur d'eau que l'on va avoir sur le film d'eau que l'on va avoir sur la piste. Et donc pour faire ça, eh bien, ça veut dire que au niveau du process, il faut que l'on donne un débit très constant, etc., avec une qualité d'eau très spécifique. Et en fait, donc la qualité des tests, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. On a un ingénieur qui travaille que sur ça, etc. Et il y a certaines problématiques de qualité, notamment sur le mouillage d'une piste principale, où en fait, il y a certaines questions où on avait fait beaucoup d'analyses, etc., et on n'avait pas toutes les réponses. Et donc, avec la découverte de cette différence entre les deux pompes en question, potentiellement, là, on a une réponse à ces problèmes de qualité. Donc, on travaille activement sur ces résultats. C'est, comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de données qui ont été générées. Mais donc, du coup, en fait, on était parti d'un objectif purement énergétique, mais en fait, les résultats de l'analyse, on les a passés aussi à la partie qualité. Parce qu'en fait, on a peut-être une piste majeure pour expliquer certaines problématiques qualité que l'on avait. Donc voilà, en bilan, beaucoup de données générées. On a des perspectives prometteuses parce que finalement, on va un petit peu au-delà de ce à quoi on s'attendait. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est clair pour vous. Merci David. Pour l'instant, j'ai pas vu de questions remonter dans le chat, donc peut-être qu'elles vont arriver. En tout cas, vous avez le temps de poser voilà, vos questions complémentaires à David. En tout cas, merci pour cette présentation, c'était très clair. Et moi, ce que je retiens, c'est que ben, en fait, en 4 mois, en gros, vous avez déjà, ben, vous êtes monté en compétences en termes de vision globale. Et ben, déjà, il y a des
fort potentiel d'économie de consommation d'énergie, et en plus ça vous a permis de résoudre aussi des problèmes de qualité qui sont un axe fort de l'entreprise. Ce que je vous propose du coup maintenant, c'est juste vous aborder le parcours d'accompagnement qui a été lancé là, en 2025 par les CCI en Occitanie, et comme ça vous laissera également le temps, s'il y en a qui ont des questions, de les poser dans le chat pour qu'on puisse ensuite les mettre à nos experts. Donc il y a une opération nationale sur la décarbonation qui a été lancée au niveau de CCI France, donc avec notamment le ministère et la DGE. Donc partout en France, vous allez pouvoir retrouver en fait à destination des entreprises une action de décarbonation. Donc elle se décompose en deux volets: des actions collectives de sensibilisation, donc webinaire comme on fait voilà, aujourd'hui, avec un focus spécifique sur une formation, mais il y a plein d'autres actions qu'on a en cours de finalisation et qu'on va également vous présenter. Des ateliers voilà, qui sont principalement réalisés en CCI territoriale. Donc là, on a déjà des animations qui ont été faites par la CCI de l'Hérault, notamment sur tout ce qui peut être chaleur renouvelable. Notez que Toulouse organise voilà, le 8 avril prochain également un atelier pour sensibiliser à l'ensemble des leviers d'action sur la décarbonation. Et ensuite, on fait de l'accompagnement individuel sur une évaluation carbone simplifiée. Donc, je vous le disais en introduction, sur quelle échelle vis-à-vis de l'entreprise. Là, on se positionne sur le scope 1 et 2, donc sur les émissions directes de l'entreprise, avec un outil qui a été développé du coup en interne au réseau, qui est l'outil LISE. Voilà, qui est fondé sur une méthodologie ISO et qui est en cours de certification avec l'AFNOR. Donc c'est quand même quelque chose voilà, qui permet de définir ce scope 1 et 2, et pour un temps de mobilisation d'entreprise qui est environ 2 jours d'accompagnement. Donc voilà, on est en train de finaliser le calendrier de toutes ces actions qu'on va mettre en place, et je vous invite déjà à réserver donc le 22 mai où il y aura un webinaire de présentation complet du coup du parcours, de l'outil et des actions qui sont mis en place en Occitanie par l'ensemble des partenaires sur cette opération. Quand on parle de parcours type, voilà, juste un petit rappel sur la structure de la démarche, hein. Ça a été dit, qu'est-ce qu'on fait au démarrage, sur quel périmètre on se base, et qui c'est qu'on va inclure dans la démarche. Donc, en général, on va monter un groupe de travail. Ensuite, quand on passe sur l'état des lieux, quel outil on va choisir, et le scope qu'on va aborder. Une fois qu'on a les résultats de ces actions, une fois qu'on a le résultat en fait de cette évaluation carbone, au niveau du plan d'action, qu'est-ce qu'on va pouvoir prioriser, qu'est-ce qu'on va mettre comme levier en fonction de la stratégie de l'entreprise, et le suivi qu'on va engager dessus. Tout ceci pour voilà, intégrer de façon plus globale dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a en fait les stratégies carbone rentrent dans des stratégies beaucoup plus larges, hein, ça a été abordé, notamment sur des stratégies RSE, et en termes d'indicateurs de performance de l'entreprise. Et enfin, comment valoriser et coopérer tout ça? Donc, principalement avec du reporting qui peut être extra-financier également, et tout ce qui va être communication associée, que ça soit en interne ou en externe. Voilà, je vous ai un petit peu listé qu'est-ce qu'on a dans toutes ces différents types du parcours. Donc, vous le retrouverez plus en détail ici. Voilà l'outil donc qui vous sera présenté la prochaine fois du coup en détail, avec c'est une plateforme en fait en ligne qui va vous permettre en fait de rentrer en fait vos données, réaliser votre évaluation carbone, qui va vous permettre d'identifier les principaux axes pour accélérer la décarbonation au sein de votre entreprise.
Les principales sources qui vous pouvez consulter, en fait, voilà, comme je l'ai présenté un peu en introduction, vous avez le site du ministère et de la DGE, donc sur l'ensemble des actions décarbonation. Bien évidemment, le site de l'ADEME, où on va retrouver le pacte industrie et des guides, et également le site de CCI France, où vous pourrez retrouver l'ensemble des ressources. Pour les CCI, voilà ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui et garder un petit peu de temps pour les questions. Donc, je vois qu'il y en a une qui a été posée donc, dans le chat. Donc, n'hésitez pas à en mettre d'autres hein, pour qu'on puisse les poser à nos experts. Donc, tout... Alors, la première question, donc, tout a-t-il été réalisé en mode projet et lequel? Donc, je suppose que ça s'adresse du coup à Benjamin et David sur du coup ce que vous avez mis en place sur notamment le plan de comptage. Peut-être expliquer quels ont été si on est en mode projet, quels ont été les acteurs associés, un petit peu les délais mis en œuvre les résultats vous avez été présentés, mais peut-être approfondir là-dessus. D'accord. Donc en fait, si vous voulez, donc le point de départ, c'était l'audit énergétique tertiaire. Donc audit énergétique tertiaire, c'est lorsque dans votre entreprise, vous avez une superficie de bureau qui est supérieure à 1000 mètres carrés. Donc ça, c'était le point de départ. Et pour travailler là-dessus, en fait, nous, comme je vous l'ai présenté, on est une petite équipe, hein, on est 55 personnes. Je suis seul avec deux personnes pour la partie sécurité environnement. Pour la partie maintenance, l'ingénieur en engineering et responsable maintenance, il a une équipe de 3 personnes aussi. Donc on est des petites équipes. Et donc pour répondre à cette problématique d'audit, en fait, on a décidé de. Alors, c'est pas travailler vraiment par projet, c'est que en fait, c'est plus la logique de définir une stratégie. Donc, on a donc premièrement défini un budget. On a demandé un budget pour que je puisse être formé. On a validé un budget pour réaliser cet audit externe, réalisé avec la PAV, entre parenthèses, voilà. Comme ça fait partie de nos fournisseurs. Et donc après, sur le plan de mesurage, on a défini, nous en interne, on va dire nos objectifs, notre cahier des charges général, et Benjamin nous a aidé justement par rapport à nous, les enjeux, ce qu'on voulait mesurer, entre guillemets, de savoir où on allait placer les points de mesure. Les points de mesure, ils ont été définis un peu sur le terrain, on va dire, avec le fournisseur, avec l'expert de la PAV, et aussi sur les conseils de Benjamin, parce qu'en fait, si vous voulez, quand on fait un plan de mesurage, on a souvent des plans électriques avec de l'installation, mais qui reste, on n'a pas toujours la bonne vision, on va dire, d'un point de vue structurel. Nous, sur le site, par exemple, on a un ensemble de transformateurs, et donc l'installation électrique, pareil aussi, elle a été construite au fur et à mesure des années du développement du site, et donc du coup, c'était assez compliqué de dire quels étaient un peu les points névralgiques où placer les mesures pour que les données que l'on ressorte soient intéressantes. Et donc, Benjamin nous a aidés là-dessus. Je vais juste apporter un petit complément. Quand David me dit je les ai aidés, dans le cadre de ProRefI, je garde ma casquette formateur et pas ma casquette cabinet conseil ou conseil en énergie que je peux avoir quand je fais des audits. Dans le sens où j'aide l'entreprise c'est-à-dire que je forme le stagiaire à comprendre qu'est-ce que devrait être le plan de comptage optimum. Donc, c'est-à-dire qu'en discutant, en démontrant les choses, c'est l'entreprise qui crée elle-même son plan de comptage. Je ne le fais pas à sa place. Petite particularité aussi pour l'entreprise Goodyear, c'est que en parallèle où se faisait la formation en novembre, était déjà actée la campagne de mesure. Et il me semble, David, que quand je suis venu la première fois sur site, donc je ne sais plus, en décembre ou en janvier, les enregistreurs étaient déjà en place.
Oui, on les a installés début décembre. C'est ça. Et donc, dans l'accompagnement, quand on a vu ça, il y a des choses. Alors, c'est très bien d'avoir fait la campagne de mesure, mais j'ai pu constater que, il y avait des choses qui avaient été faites peut-être un peu trop rapidement, on mis la charrue un peu avant les buts. Et là, l'objectif, c'était de faire comprendre à l'entreprise que ça serait bien d'avoir un schéma de son réseau d'énergie, de bien identifier où tombent les compteurs, de quelles sont les puissances qu'on a mesurées derrière pour avoir un regard critique sur les résultats qu'on a. Et comme le disait David, là, ça a permis, notamment avec cette première campagne de mesure, d'identifier de potentiels dysfonctionnements et puis d'identifier aussi la réelle consommation des usages. Ils avaient un biais où ils imaginaient que comme les moteurs étaient gros, c'est ceux qui consommaient le plus. Eh ben, au final, c'est encore en cours, on verra bien, mais peut-être pas forcément. Ok, merci pour ces compléments. Est-ce que Cindy peut-être, je pense, peut répondre pour la question sur l'audit énergétique? Est-il obligatoire? Et j'en profite, du coup, je répondrai en suivant, moi, sur la question qui a été posée sur l'utilise. J'en profite pour lancer également un petit questionnaire de satisfaction qui va apparaître dans le chat. Cindy, c'est bon pour toi, du coup, sur l'audit énergétique? Et il faut activer le micro juste. Ouais. Pardon, excusez-moi. Oui, donc pour l'audit énergétique, les audits énergétiques aujourd'hui, donc ils sont obligatoires pour les entreprises de plus de 250 salariés. Ça va passer, il y a des modifications sur les règles où ça passe à 2,7 gigawattheures de consommation indépendamment de la taille de l'entreprise. Et aujourd'hui, dans le cadre de Pacte Industrie, on peut avoir des subventions quand un audit est associé à l'étude d'opportunité du mix énergétique, mais que pour les entreprises qui ont moins de 2,7 gigawattheures de consommation énergétique, puisque au-delà de ce seuil, ça va passer sur la partie réglementaire. Ok, merci beaucoup. C'est très clair. Et je crois que ça a été dit, alors s'il y avait, je pense, il y a aussi un audit qui doit être fait dans le cadre du décret tertiaire, hein. Et ça, c'est pour les entreprises qui ont plus de 1000 mètres carrés de surface de bureau. Voilà, pour apporter peut-être un petit complément. J'ai vu une question en fait qui était sur l'outil du coup Lise. Cet outil en fait il a été développé par deux CCI, donc la CCI de Nice et la CCI de Savoie. Il a été développé dans le cadre d'un projet européen et il est en cours de développement cet outil. Donc aujourd'hui en fait il permet de faire du scope 1 et 2 sur l'ensemble des entreprises et il est également possible de passer en scope 3 en fait sur des secteurs d'activité qui les concernaient plus particulièrement, donc qui sont tout ce qui va être agroalimentaire, mécatronique, chimie et chimie fine et également tout ce qui va être activité de montagne. Donc c'est un outil voilà, qui a amené à évoluer. Donc aujourd'hui, en fait, donc les CCI sont en capacité de proposer le scope 1 et 2 avec cet outil. L'idée étant d'accompagner les entreprises à faire un premier bilan assez simple à réaliser. Voilà, c'est LISE, ça veut dire limiter les impacts et suivre ses émissions. Et l'idée est de pouvoir faire mettre le pied à l'étrier, pardon, aux entreprises, peut-être avant qu'elles s'engagent dans un bilan complet qui, on est d'accord, est plutôt du scope 3. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Mais n'hésitez pas à venir voilà, à notre prochain webinaire qui sera le 22 mai où on vous précisera bien sûr tout ça. Alors une question technique qui est apparue sur les 2,7 gigawattheures annuels qui sont retenus dans l'audit. Est-ce que du coup on inclut les consommations de carburant? Je crois pas. Je veux pas dire Alors, de bêtises. Vas-y, je te laisse je compléter. suppose qu'on sous-entend carburant pour les véhicules. Parce que si c'est du carburant type gasoil qui est utilisé pour de la chaudière ou des engins de manutention, ça peut rentrer dans le périmètre. Mais si c'est le carburant des véhicules, c'est une bonne question,
Mais comme cela concerne les entreprises secteur industriel, généralement, c'est plus transport de logistique qui utilise beaucoup de carburant. Dans l'industrie, on est gazélec, carburant, c'est plus rare. J'en mets pas ma main au feu. Je suis désolé pour cette réponse approximative, mais Bon, ce que je propose en fait, c'est qu'on puisse, on vous apportera la réponse en fait dans le petit compte rendu qu'on vous fera par mail pour ceux qui étaient présents, voilà. Et Madame Gravo, ok, bien sûr que le lien pour le webinaire vous sera communiqué. Il a été, en fait, il a été actif depuis ce matin, donc c'est pour ça il sera bien adossé à la présentation. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah ben voilà, on a déjà un candidat peut-être pour la formation. Donc vous avez pu voir sur le questionnaire de satisfaction qu'il était possible, voilà, on vous a déjà laissé les contacts, mais vous pouvez également vous mentionner dans le questionnaire si vous êtes intéressé pour que votre conseiller énergie local puisse vous rappeler, échanger avec vous, répondre à vos questions. Et après, vous avez les référents des 3 sessions qui sont organisées en Occitanie. Et on pourra également mettre le contact de Benjamin qui reste, voilà, il a la triple casquette, organisme de formation, donc il pourra aussi bien vous renseigner sur les OPCO, sur les critères d'éligibilité et également tout ce qui est un point de vue technique via sa casquette de formateur. pour les véhicules, j'ai un élément de réponse. Donc, si les véhicules font partie intégrante de l'activité, transport logistique interne, flotte commerciale, engin de manutention, ils peuvent être inclus, mais ce n'est pas une obligation uniquement si ça dépend de 20% de la consommation d'énergie totale. Voilà. Voilà, bah écoute, merci Benjamin Donc, pour cette j'aurais appris ça. Je ne le réactivité. savais pas parce que c'est effectivement rare d'avoir des secteurs industriels avec beaucoup de carburant pour du véhicule. Donc à retenir si c'est plus de 20% des consommations totales. Très bien. Bon, mais je vous remercie pour avoir participé à ce webinaire. Donc, du coup, je rappelle qu'on vous enverra les supports avec le lien du replay. Et merci également à l'ensemble voilà, des intervenants pour leur implication et leur professionnalisme dans la réalisation de ce webinaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous le 22 mai. Très bien, Merci. merci. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.